Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plateau sur table. Aujourd'hui on vous parle de Radlands. Radlands est un jeu de Daniel Piechnik, édité chez Lucky Duck en français. Ça se joue à deux, à partir de 12 ans pour des parties d'environ 20 à 40 minutes. C'est un jeu d'affrontement dans lequel vous allez incarner un gang qui a 3 camps, 3 bâtiments. Il va falloir détruire les 3 bâtiments adverses avant qu'on ne vous détruise les 3 vôtres. À son tour de jeu, c'est assez simple. Première chose, on va pouvoir faire avancer nos événements. Si un événement sort de la ligne du temps, on le déclenche. Ensuite, on va pouvoir récupérer de l'eau, qui est notre ressource principale. On pioche une carte et finalement, on fait nos actions du tour. On pose des cartes, on va pouvoir déclencher des effets de cartes, on pourra piocher des cartes en dépensant de l'eau et ainsi de suite. Beaucoup de cartes vont avoir des effets que l'on pourra déclencher. Et c'est vraiment là aussi le cœur du jeu, puisque c'est comme ça qu'on pourra faire souvent des dégâts. On joue un jeton haut sur une carte qui nous permet de faire un dégât sur une carte adverse, et s'il n'y a plus de cartes sur une rangée, on peut carrément attaquer le camp adverse. Dès qu'on fait 2 dégâts à un camp, ce camp est détruit. Un petit côté tower defense, on place les défenses devant nos camps pour les protéger. Exactement. Ça me rappelle un petit peu, alors pas au niveau de la mécanique globale, mais dans la manière de gagner la partie, ça me rappelle un petit peu Volfirion. Dans Volfirion, pareil, on a 3 bâtiments qu'il va falloir protéger en mettant des gardes sur ces bâtiments. Sûrement la grande différence, c'est qu'une toute autre mécanique, quoi. C'est ça. Là, on est vraiment sur un deck commun où on pioche des cartes, et Volfirion, c'est vraiment du deck building. La réflexion est un peu la même, puisqu'il faudra mettre des personnages devant ici nos camps pour pouvoir les protéger, puisque ce sont les personnages qui devront d'abord être détruits avant qu'on puisse attaquer nos camps. Parfois, il y aura des effets qui permettront d'attaquer directement des camps, mais ces effets sont souvent rares et assez chers. Lorsqu'on joue un événement, c'est la petite particularité du jeu que j'aime bien, on va poser dans une zone de décompte. Les événements peuvent aller de 0 à 3. Si c'est un 0, l'événement est joué immédiatement. Si c'est un 2, un 1 ou un 3, on va poser sur la ligne correspondante, 1, 2 ou 3. Et à chaque début de tour, on avance donc un événement. Dès que l'événement sort de la zone, c'est là qu'on le déclenche. J'aime bien ce côté où on peut poser des événements qui vont se dérouler dans on sait combien de tours, et on peut essayer de s'y préparer. C'est ça, complètement. L'adversaire en face va faire en conséquence que de contrer ces événements s'ils sont vraiment punitifs de notre côté, et ça amène une nouvelle stratégie qui est assez cool. Ouais. Donc on n'a pas forcément en fait de la réaction par rapport à son adversaire. Pendant le tour de notre adversaire, on va rien faire. On va juste regarder et analyser ce qu'il va faire, et on va pouvoir se préparer par rapport à ces événements. Ouais. Heureusement, les tours de jeu sont relativement rapides. Ah oui, c'est très court. Donc ça va, c'est assez dynamique à ce niveau-là. Au niveau des règles de jeu, c'est rapide à comprendre, c'est rapide à expliquer. Il y a peut-être des petites interactions entre les éléments de jeu qui ne sont pas forcément immédiats lorsqu'on fait une toute première partie. C'est ce que je voulais te demander, parce que la version anglaise est éditée chez Roxley, donc qui a fait aussi Dice Throne et encore plus encore. Moi je me rappelle que quand j'avais lu les règles de Dice Throne, il y a des trucs vraiment qui sont assez particuliers. Ok. Et il n'y a pas forcément des gros détails par rapport à ça. Il faut vraiment faire de la recherche pour avoir tous les détails du jeu. Donc je sais pas si tu as eu ce même souci par exemple sur Radlands. Non, j'ai trouvé que les règles étaient bien faites, assez concises, pas forcément trop d'informations, mais suffisamment pour bien comprendre. C'est vrai que la première fois que j'ai dû expliquer les règles, je savais pas encore trop comment structurer les règles par rapport à ce que j'avais lu, puisque je l'avais pas encore testé. Mais c'est vrai qu'en les expliquant la deuxième fois, je les expliquais à toi, c'était beaucoup plus fluide. En fait, le jeu aide aussi à cette explication. Il est très clair en fait. Que ce soit l'iconographie et le texte qui est sur la carte qui est très explicite en fait. C'est toujours en plus des textes assez courts, il y a 2-3 textes un tout petit peu plus longs, c'est très compréhensible, c'est plutôt plaisant. Mais qu'on garde une certaine profondeur de jeu qui est agréable. Oui, avec quand même pas mal d'aléatoires, il faut le savoir. Oui. Au niveau de la thématique, je trouve qu'on est vraiment dedans. Déjà au niveau du visuel, parce que visuellement c'est vraiment très soigné. On est sur une thématique un peu à la Mad Max ou à la Borderlands, ceux qui ont fait les jeux vidéo, c'est là-dedans, c'est très flashy, quoi. C'est très barré, c'est des personnages qui ont aucun sens, qui veulent tout faire péter, il y a des graffitis de partout. Enfin, c'est des gros malades. Oui. Mais vraiment la thématique est vraiment en rapport avec le jeu et c'est trop cool, quoi. Ouais, parce que c'est vraiment du rentre dedans, tu fais des dégâts constamment, puis tu fais exploser des trucs,
tu te sacrifies des choses pour pouvoir faire des dégâts. La thématique, du coup, fonctionne bien avec la mécanique. On n'a pas l'impression d'être hors de la thématique lorsqu'on joue à ce jeu. Les personnages font à ce que tu sois dans la mécanique, le texte qui est vraiment en rapport avec l'illustration en fait aussi, avec le personnage. Par exemple, la tireuse d'élite qui est vraiment très stylée sur son illustration, et on ressent vraiment que c'est un personnage badass et tout, qui dévaste un peu tout. Au niveau du matériel de jeu, c'est plutôt de bonne facture. Non mais c'est quali de fou. C'est vraiment top, les illustrations sont magnifiques. Les cartes sont d'assez bonne qualité avec un linen finish par-dessus. Donc c'est très facile à mélanger, c'est très agréable à mélanger. On est sur un matériel comme très minimaliste parce qu'à part des cartes, on a juste quelques jetons en carton. Qui sont, ma foi, assez épais quand même. Exact. Comme on manipule pas mal les cartes, il faut qu'elles soient assez résistantes. Et j'ai l'impression qu'elles sont quand même de bonne facture. Pour moi, ce qui me manque, mais en soi, c'est un truc en plus. Mais ce jeu se veut aussi, un petit jeu, vous voyez, de par la taille de la boîte. Mais c'est le tapis de jeu, tu vois. C'est vrai qu'on a envie d'un petit tapis de jeu. En vrai, ce serait stylé d'avoir un tapis de jeu qui est en rapport avec cet univers, tu vois, ça serait stylé. On a les différentes sections des cartes. Je me suis dit, mais est-ce que je vais un peu me perdre sur les endroits et tout, mais en vrai, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Ouais, c'est pas une nécessité, non. En fait. C'est un truc en plus. Oui. Mais c'est vrai qu'avoir un joli tapis de jeu avec ses couleurs identiques, ça te met encore plus dedans, puis c'est toujours agréable de jouer sur un tapis de jeu. Si en plus il est thématique, c'est encore plus cool. Mention spéciale sur les punks. Rien que le dos de la carte est magnifique. Oui. C'est typiquement un jeu que, en soi, tu pourras sliver parce qu'on manipule un peu les cartes, mais tu veux avoir l'illustration du punk, quoi. En plus du fait que le punk, c'est un personnage que tu peux utiliser. Tout à fait. Certains personnages, c'est la face de la carte, et puis tu peux parfois créer des punks, et c'est le dos de la carte. Un punk a simplement un point de vie alors que les autres personnages en ont 2. Du coup, effectivement, t'as quand même envie d'avoir le visuel de ton punk plutôt que juste le dos de une sleeve une complètement monocolore. Au niveau de la mécanique de jeu, c'est très efficace. C'est simple, c'est assez minimaliste. On est dedans, c'est assez tendu. De fou, on est vraiment toujours à court de ressources, on est toujours à court de cartes, on doit vraiment faire avec ce qu'on a en main. Ça crée pas mal de tension. On sait jamais aussi ce que l'autre aura la capacité de faire, parce qu'on sait évidemment ce que l'autre a sur le plateau, mais par contre on sait pas ce que l'autre a en main, puisque le tirage de cartes est complètement aléatoire. Et c'est ça aussi qui crée un peu de tension. Il faut toujours aussi s'adapter à ce qui se passe. J'ai beaucoup aimé cette possibilité de gaspiller. Donc gaspiller, c'est tout simplement de défausser la carte. Quand vous défaussez la carte, en haut à gauche, il y a une iconographie qui est indiquée. Ça peut être de mettre des punks, ça peut être de rafistoler, ça peut être de choper de l'eau, faire des dégâts, et ainsi de suite. Et en fait, ça veut dire de gaspiller. Donc vous allez faire cet effet. C'est des trucs qui sont très très bien, parce que même des cartes qui vous sont en main, que vous dites, celle-ci, elle me sert pas à grand chose en main. Par contre, l'effet qu'il y a en haut à gauche pour le gaspiller, là, ça me sauverait vraiment la mise, quoi. Exactement. En fait, l'effet gaspillage, souvent, c'est très utile. Même si on a une carte très puissante en main, parfois, il vaut mieux la gaspiller pour avoir un effet immédiat plutôt que d'attendre d'avoir suffisamment d'eau pour pouvoir la jouer. Ça permet de créer des combinaisons. En plus, le gaspillage est gratuit, à part le fait de détruire la carte, de défausser la carte. Le gaspillage est gratuit, ça ne nécessite pas de ressources. Du coup, on peut faire des petites actions à gauche, à droite avec nos gaspillages pour préparer peut-être nos plus grosses actions qui nécessitent de l'eau. Et des fois, la situation le veut qu'il faut le faire. Oui. Par exemple, il y a un événement qui va m'arriver dessus, il va falloir me préparer, donc il faut que je gaspille des cartes pour le contrer, cet événement. Exactement. Enfin, le contrer, de m'y préparer pour... parce qu'il y a des événements qui sont très très vaches. Oui. Oui, il faut essayer de réparer, mais quand il n'y a pas les cartes, il n'y a pas. Donc c'est peut-être un côté négatif qu'on peut le côté aléatoire. Ressortir du jeu, c'est un peu le côté aléatoire. On aimerait bien avoir tel type de carte, rien que pour le gaspillage en vrai. Oui. Et elles n'arrivent pas, donc faut faire avec. Au niveau de la durée de vie et de la rejouabilité, c'est plutôt bon. Vu qu'on a toujours une combinaison différente de cartes que l'on va piocher, c'est déjà pas mal à ce niveau-là. Mais surtout, ça on l'a pas fait puisqu'on a fait une combinaison de camps de base, il y a un paquet assez astronomique de camps de base. En temps normal, on en tire 6, on en choisit 3. Et du coup, ça crée des synergies aussi par rapport au pouvoir de nos camps. Et je pense que ça peut également donner une profondeur au jeu assez grande. Ces camps vont donner des effets particuliers, mais également ça va définir le nombre de cartes qu'on va piocher en début de partie. C'est ça, ouais. Plus un camp nous donne de cartes à piocher, moins souvent son effet sera puissant, ou plus il va coûter cher.
La preuve, moi j'avais un camp où je pouvais tirer avec, mais par contre ça lui faisait des dégâts lui-même. Ouais, c'est ça. C'est particulier. Toi, t'avais un autre camp même qui se détruisait immédiatement. Par contre, tu détruisais tous les personnages sur le plateau. Ouais, et c'est moi qui avais le plus de personnages, donc à aucun moment je le faisais, tu vois. En termes de durée de vie, ouais, c'est un jeu aussi, pas de problème pour le ressortir, je sors avec plaisir. Même si on peut peut-être un peu ressentir ce manque d'interaction pendant le tour de l'autre, mais c'est pas un truc qui est hyper dérangeant par rapport à cette mécanique qu'ils ont trouvée pour Radlands. Ouais. Donc c'est suffisamment dynamique et puis tu peux suffisamment quand même faire de choses à ton tour et les tours sont suffisamment courts pour pouvoir quand même bien jouer. Globalement, Radlands, c'est plutôt une bonne surprise. C'est très agréable à jouer. C'est visuellement très beau. Ça mérite qu'il soit mis un peu en avant. Alors clairement, il est en train de faire un petit buzz, j'ai l'impression. On me l'a demandé pas mal de fois aussi en magasin avant qu'il sorte. Il mérite son petit buzz et puis il mérite qu'on le mette en avant. Pour moi, un bon jeu à deux que je ressortirai avec plaisir. Il y a juste un truc que je me dis, à quel public ça se tend ce genre de jeu? Qu'est-ce que t'en penses? On est sur un jeu qui nécessite quand même pas mal de réflexion. Mhm. Il y a pas mal de choses à prendre en considération, des cartes à effet, des cartes qui ont une double utilisation entre le gaspillage, l'effet principal, le fait de gérer le timing avec ces événements. C'est pas un jeu qui est forcément facile d'accès de par la richesse de sa mécanique, mais si on a envie d'aller un peu plus loin dans les jeux de stratégie, ça peut très très bien convenir. Je suis d'accord avec toi, il a le cul entre deux chaises. Je le proposerai pas à des nouveaux joueurs-joueuses, parce que ça demande quand même une certaine réflexion. Mais par contre, à des joueurs qui sont un peu plus l'habitude du jeu de société, je pense qu'il y aurait vraiment pas trop de problèmes. Oui. Et pourquoi pas, pour ceux qui sont motivés à s'investir un peu dans les jeux de société, je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes non plus. Mais il faut savoir que c'est quand même un jeu. Voilà, ça demande un peu de lecture, ça demande un peu de réflexion. Mais sans être inaccessible. Tout à fait. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez apprécié ce jeu, ou s'il vous tente. N'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner à la chaîne, ça nous fera vraiment très plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, jouez à des jeux, on vous dit à tout bientôt. Salut. À la prochaine.